Voilà, chers amis, bonjour. J'espère que tout se passe pour le mieux, pour le bon pour tout le monde. Donc, on est de nouveau là, devant vous, et à vouloir parler sur ce qu'on appelle le système politique sénégalais, de l'évolution depuis 58 jusqu'à nos jours, et aussi, voilà, des différentes aléas qui sont allées avec. Voilà, toujours, ça ne manque pas en tant que apprenti politique, on a l'obligation de faire des analyses aussi, voilà, de se focaliser sur les thématiques qui sont importantes pour parler des concepts de pouvoir et de légitimité. Voilà, donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, c'est primordial, ça m'aide aussi à continuer à faire des vidéos. Donc, toujours dans le cadre des actions qualitatives, c'est ça, permettre à beaucoup d'autres qui n'ont pas eu de connaissances sur ces thématiques-là d'avoir aussi des connaissances qui leur permettront aussi de faire d'autres prospections avec des idées qui sont voilà, préétablies dans la tête. Donc, tout d'abord, je vais parler du pouvoir, qui est un concept qui est trop subjectif des fois, mais qui est aussi polysémique. Le pouvoir, moi, je la définis comme étant, euh, nous le disposons en tout cas quand nous avons la possibilité de changer le cours des événements, pour parler comme Weber qui dit que le pouvoir, c'est la chance de faire triompher au sein d'une relation sociale sa propre volonté, et peu importe sur quoi repose cette chance. Donc, vous comprendrez par là que le pouvoir est assimilé à beaucoup de choses. Donc, parler de la domination, voilà, qui parle de pouvoir parle de domination, et qui parle de domination certainement va parler de légitimité. Donc, la domination, il y a légale, rationnelle, charismatique et traditionnelle. Donc, la légitimité, c'est l'acceptation que l'on se fait à une personne. Donc, la personne domine parce que nous acceptons qu'il nous domine. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on va analyser le système politique sénégalais. C'est une alors, en 1958, il y a ce qu'on disait le régime parlementaire entre Dia et Senghor. Voilà la fameuse vote du oui ou du non de Senghor pour établir la communauté franco-africaine, pour maintenir un peu l'Afrique ou le Sénégal ou les communautés franco-africaines dans ce petit caverne. Toujours, c'est ça, la caverne. Les Français nous ont pris comme des moutons, toujours. Et ils continuent de nous regarder comme des brebis. Mais nous sommes plus que ça, nous sommes des lions. C'est pourquoi on nous appelle les lions de la Teranga. Et le lion, quand il ruse, plus rien ne peut l'attraper. À ce moment, c'est ce qui se passe au Sénégal. Le rugissement du lion, le réveil. Donc, sa jeunesse active a compris qu'il y avait des politiques, des aléas existentiels dans les années 58 qui faisaient que Senghor et Dia ne pouvaient pas ménager ensemble, bien vrai qu'il était dans un régime parlementaire. Donc, c'est ce qui a conduit à l'arrestation de Dia voilà, après qu'il avait intenté une procédure de motion de censure. Mais bien sûr, on connaît tous la suite de l'événement. Voilà, il y a cet pouvoir qui est toujours là à battre le fer tant qu'il échoue et trouver des solutions pour écarter euh, des potentiels politiques qui vont changer en tout cas les choses. Et c'est ça les gens pas, c'est ce comme ça, toujours il y a des bâtons qui sont là à vous taper. Donc Senghor, c'est ça. En 1958, c'était un régime parlementaire qui était en place, mais en 1963, il y a ce qu'on appelle le changement du régime en régime présidentiel par Léopold Sédar Senghor, après l'arrestation de Moussa. Donc, après cette arrestation, il y a eu ce régime qui est continué à changer en un régime présidentiel, donc jusqu'en 1900, voilà, jusqu'à la cooptation du pouvoir par Abdou Diouf, voilà, après que Senghor ne pouvait plus. Abdou Diouf a continué dans la même lancée jusqu'en 2001, voilà, après l'obtention du pouvoir par Maître Wade. Donc, Maître Wade est venu à dire que la démocratie, la constitution de 1963 ne répondait plus aux réalités sociales des Sénégalais. Donc, il va changer un peu, modifier. C'est ça qui a amené le fameux changement, révision constitutionnelle de 2001. Donc, Maître Wade dit il faut qu'on octroie plus de démocratie aux Sénégalais. Donc, c'est top.
octroi de la démocratie, ce renforcement de la démocratie fait de lui le père fondateur, en tout cas de la démocratie dans le territoire sénégalais. Il est le moteur, la locomotive qui a conduit le Sénégal à ce tremplin qu'il a aujourd'hui. Donc, Maître Wade, toujours dans sa politique, dit que je ne vais adopter ni le régime présidentiel ni le régime parlementaire, mais le régime mixte. Pourquoi? Parce que c'est les parlementaires, c'est les présidentiels. Voilà. Même si lui aussi, dans les faits, ça restait un peu quand même voilà, similaire, on peut dire même, le régime présidentiel qui fonctionnait. Mais lui, il était pro-démocrate. Voilà. Il comprenait les Sénégalais, il communiquait, il privilégiait les intérêts sénégalais au détriment de tous autres. Voilà. Et en 2012, c'était voilà, l'avènement bien sûr de Macky Sall, président de la République actuelle. Donc, lui, il est là voilà, jusqu'en 2024 pour voir si voilà, il y aura un potentiel candidature ou pas. Donc, ça, on va avoir à en parler dans les jours à venir, Inch'Allah, pour dire que si ça peut se faire ou pas. Voilà, donc comprendre un peu le système politique sénégalais, c'est comprendre un peu comment elle a fonctionné. Donc en 58-63, on parlait de régime parlementaire avant la confiscation du pouvoir par Senghor pour changer le régime en un régime présidentiel. Après ça, il y a un régime présidentiel qui est sur place jusqu'en 2001, jusqu'à l'arrivée de Wade qui dit que voilà, il va combiner les deux régimes parlementaires et présidentiels pour parler de régime mixte. Et aussi, avec ça, c'est un régime présidentiel qui est sur place. Voilà. Donc, comprendre l'histoire constitutionnelle du Sénégal, c'est comprendre aussi les changements de régime qui ont eu lieu entre-temps. Donc, voilà, il faut comprendre les choses comme ça. Entre-temps, il y avait la Fédération du Mali qui a eu une rupture, voilà, à cause des mésententes qu'il y a eu entre Modibo Keïta et Senghor et Mamadou Dia. Voilà. Donc, Kebambaye le disait comme étant la fatale loi de la division qui affaiblit et amoindrit tout ce qu'il disait. Donc, ce sont des choses qu'on doit éviter. Même si c'était tellement bien pour l'Afrique ou pour cette communauté d'avoir une fédération qui leur permettra de s'unir, de travailler autour de nos politiques ingénieuses, autour des idéaux fécondables et concrets. Mais bon, voilà, chacun pour soi maintenant et Dieu pour tous. C'est ça qui se passe dans les territoires africains, même s'ils sont liés par des lignes de parenté qui sont tellement proches, mais l'union des cœurs fait défaut. Voilà, donc comprendre le système politique sénégalais, c'est comprendre cela. Mais la science politique dans tout ça, voilà, la science politique est une science qui vient étudier les phénomènes politiques, les enjeux du pouvoir et le fonctionnement de l'État. Donc, le fonctionnement de l'État, la bureaucratie de l'État, les caractéristiques de l'État et même l'installation ou les organes compétents pour mettre en œuvre les missions de service public de l'État. Pour parler de sa mission de service administratif et sa mission de police judiciaire. Donc, la science politique est là pour analyser, pour étudier, pour faire des décryptages. Le politologue, dans sa dimension, a ce devoir de ne s'allier à personne, mais de s'allier à la vérité. Parce que son œuvre à lui, c'est ça. Donc, si nous comprenons bien, la politique qui a été le plus mise en avant comme idéologie, donc depuis 50 jusqu'à cela, c'est déjà qu'il y avait une idéologie politique qui pouvait être bon et bénéfique pour le Sénégal. C'était le nationalisme, privilégier le nationalisme sénégalais à travers l'enrichissement, à travers la culture de l'agriculture, le développement local et national, mais on ne lui a pas laissé le choix d'accomplir cette mission. Voilà. Pourquoi? Parce que ce sont des décisions politiques. Vous voyez? Donc, c'est toujours un peu dérangeant de voir que les gens qui ont toujours l'idée de venir changer les choses se trouvent être les gens qu'on déteste le plus sur la scène politique. C'était le cas avec Mandela, qui a accepté de, voilà, je dirais même de mourir, d'être tabassé, voilà, de suer le sang couler sur lui, d'accepter d'être torturé, des travaux forcés, mais il a fini par obtenir ce qu'il voulait, la liberté de l'Afrique du Sud, de faire triompher la justice contre la force, de l'espoir contre la résignation.
Donc, ce sont ces choses-là qui sont importantes pour le fonctionnement d'un pays, surtout l'Afrique. On a besoin des hommes forts et des institutions fortes dans le cœur des gens, dans la tête des gens, dans le fonctionnement, dans les esprits. Il faut qu'on bannisse, qu'on tue ce complexe d'infériorité et qu'on se privilégie, on se met en avant. Les présidents comme Emmanuel Macron, qui n'ont pas la foi en l'Afrique et qui tirent tout le bénéfice en Afrique. Les présidents comme la plupart du monde, voilà, les Allemands et autres, voilà, qui parlent de partenariat, de coopération, mais en réalité, ce qui leur intéresse, c'est leur propre gain. Si la Chine, la Russie aujourd'hui occupe plus de rang en Afrique, surtout la Chine, c'est parce que la Chine est venue faire une politique qui est gagnant-gagnant, la politique du 50-50. C'est pourquoi les Africains se voient être, en tout cas, respectés par la Chine, aidés. C'est pourquoi la Chine est un peu légitime devant les Africains. Pas la France maintenant, parce que la France est illégitimée devant les chefs de l'État, mais pas devant le peuple africain. C'est une chose qu'il faut comprendre. Le peuple, maintenant, rejette la France, même si les présidents les accueillent à bras ouverts. C'est un défaut. Un homme, un président, est président même de quelqu'un qui n'a pas voté pour lui. Il a le sens du devoir, la responsabilité d'unir une nation, de le mener en avant avec des principes et vertus de conduite, tout en respectant les valeurs fondamentales et morales de la nation qu'il gouverne. Et des fois, ils sont désorientés, manquent d'objectifs et même la phobie, la peur d'affronter les responsabilités devant leurs homologues occidentaux. Ils se croient contrôlés alors qu'ils sont libres dans leur pensée. L'homme est libre, mais il a peur d'assumer cette liberté. Tout ce parce qu'il s'est angoissé d'assumer cette liberté. C'est pourquoi ils sont contrôlés. Si on veut se développer, il va falloir qu'on se libère de ces chaînes qui nous encombrent. Il va falloir qu'on soit libre dans nos pensées et nos actes. Il va falloir qu'on soit transparent. Si Kebamba disait, demandons-nous que serait la société si tout le monde faisait comme les roublards, les paresseux, les corrompus, les internationaux. Hein? Si tout le monde faisait comme ces gens-là, que serait devenue la société? Mais bien sûr, une société vouée à l'échec, à la déchéance, à la misère matérielle et intellectuelle. Alors, il dit quoi? Évitons de tels comportements. Engageons-nous à des risques sans complaisance qui ruinent ce pays où les desservent les corrompus et les internationaux, les roublards et les paresseux. Cultivons l'honnêteté au travail. Que ce soit comme du ministre au planton, du chef d'entreprise au meneur, que chacun considère en reposant sur ses seules épaules le destin de la nation. Qu'il n'y ait pas de discrimination entre les ouvriers et les fonctionnaires. Qu'il n'y ait pas de regard, de complexe d'infériorité entre les sujets de droit de la nation. Tout le monde a un pied d'égalité parce qu'on est tous égaux devant la loi et devant Dieu. Ce sont des concepts qu'on a tendance à oublier dans le fonctionnement de tous les jours avec l'argent. Bien sûr, l'argent, c'est quelque chose qui vous sécurise, qui amène le monde à se plier à ta volonté. C'est ça, c'est ce qu'on comprend de l'argent en ce moment. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. On ne cultive pas le bonheur. On vit le bonheur. Ce sont des fois des choses qu'on a envie de parler, voilà, de communiquer avec le plus grand nombre, de leur faire comprendre beaucoup de choses. Mais après, on va parler la suite, de parler toujours du système politique sénégalais, de parler du président Sall, le régime de Sall surtout, de ce qu'il a accompli comme bonne chose, des zones qu'il doit encore augmenter. Je parle en connaissance de cause des projets avec le PSE, Plan Sénégal émergent, que si tout était mis en œuvre, donc le Sénégal serait en tout cas dans une phase de développement accéléré. Mais c'est en cours, il faudrait un peu de temps parce que l'État est une continuité
Alors, même si ce n'est pas le président seul, si quelqu'un d'autre vient, il va continuer ces projets de développement-là pour mettre le Sénégal sur les rails. Donc, voilà, avec le projet APROSI, qui était un projet très important que j'apprécie beaucoup, aux sociétés d'aménagement des zones industrielles. Voilà, et l'aménagement des ports en Dayan, les projets de financement agricole. Donc, voilà, le travail pour des universités, des formations qualifiantes avec le ministère de la formation professionnelle et de l'insertion. Donc, voilà, et beaucoup d'autres structures et partenaires qui travaillent avec l'État du Sénégal pour l'autonomisation et voilà, la responsabilisation et l'opérationnalité des jeunes, voilà, pour occuper des postes de responsabilité. Donc, c'est important, c'est très important. On va encore interagir dans quelques jours pour d'autres vidéos qui, voilà, qui font de l'actualité. Merci bien. Merci et prenez soin de vous.